Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Le secret de Maître Cornille d'Alphonse Daudet. Très belle écoute à tous. Francette Mamaille, un vieux joueur de fifre qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin cuit, m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont mon moulin a été témoin il y a quelque 20 ans. Le récit du bonhomme m'a touché et je vais essayer de vous le redire tel que je l'ai entendu. Imaginez-vous pour un moment, cher lecteur, que vous êtes assis devant un pot de vin tout parfumé et que c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans refrain comme il est aujourd'hui. Auparavant, il s'y faisait un grand commerce de meunerie. Et, 10 lieues à la ronde, les gens du mas nous apportaient leur blé à moudre. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins, des ribambelles de petits ânes chargés de sacs montant et dévalant le long des chemins. Et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, le craquement de la toile et le dia-hu des aides-meuniers. Le dimanche, nous allions au moulin par bande. Là-haut, les meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre, et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre péquèrent. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes. Les belles meunières vendirent leurs croix d'or. Plus de muscat, plus de farandole. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Puis, un beau jour, la commune fit jeter toutes ses masures à bas, et l'on sema à leur place de la vigne et des oliviers. Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur sa butte à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment. Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minotiers l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ameutant tout le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas !» disait-il. « Ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable. Tandis que moi je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. » Il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange des moulins à vent, mais personne ne les écoutait. Alors, de mâle rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite fille Vivette, une enfant de 15 ans,
qui depuis la mort de ses parents n'avait plus que son grand-père au monde. La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les mâts, pour la moisson, les maniants ou les olivades. Et pourtant son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là. Il lui arrivait souvent de faire ses 4 lieues à pied par le grand soleil pour aller la voir au mât où elle travaillait. Et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite fille ainsi traîner d'une ferme à l'autre, exposée aux brutalités des belles et à toutes les misères des jeunesses en condition. On trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de maître Cornille, et qui jusque-là s'était respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet troué, la taillole en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux, et Cornille le sortait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Toujours il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps personne au village ne lui portait plus de blé, et pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonne vêpre, maître Cornille !» lui criaient les paysans. « Ça va donc toujours, la meunerie ?»« Toujours, mes enfants !» répondait le vieux d'un air gaillard. « Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque. » Alors, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrage, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement « Motus, je travaille pour l'exportation. » Jamais on n'en put tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâchée, parce qu'après tout, le nom de Cornille était en honneur chez nous, et puis ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite, et je montai jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Ah, le vieux sorcier! Il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure. Et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte, que si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensez que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles, mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir. Et,
laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent comme une grâce de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser. Et prot, voilà mes amoureux partis. Tout juste, comme ils arrivaient là-haut, maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour. Mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelle dehors, et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier, et puis dans un coin 3 ou 4 sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de maître Cornille. C'était ce plâtras qu'il promenait le soir par les routes, pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille! Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes, me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en 2 mots, et nous convînmes qu'il fallait, sur l'heure, porter au moulin de Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé, du vrai blé celui-là. Le moulin était grand ouvert. Devant la porte, maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait, la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir, en rentrant, que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. « Pauvre de moi, disait-il, maintenant je n'ai plus qu'à mourir. Le moulin est déshonoré. » Et il sanglotait à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une personne véritable. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme et nous nous mettons tous à crier bien fort comme au beau temps des meuniers. « Ohé du moulin! Ohé, maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé, laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez. Tous ces minotiers sont des voleurs. » Nous voulions l'emporter en triomphe au village. « Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. » Et nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis, un matin, maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde.
Il faut croire que le temps des moulins à vent était passé comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs. La chèvre de Monsieur Seguin, à Monsieur Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Comment? On t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as l'aplomb de refuser. Mais regarde-toi, malheureux garçon, regarde ce pourpoint troué, ces chausses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'a conduit la passion des belles rimes. Voilà ce que t'ont valu 10 ans de loyaux services dans les pages du sire Apollon. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile. Fais-toi chroniqueur. Tu gagneras de beaux écus à la rose. Tu auras ton couvert chez Bréban. Et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non, tu ne veux pas. Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât à demeurer chez lui. Ah, Gringoire, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin! Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Tu te rappelles, Gringoire? Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que Monsieur Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Monsieur Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne: « Comme on doit être bien là-haut! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. » À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tiré tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant « mais » tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois:
Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Ah, mon Dieu, elle aussi, cria monsieur Seguin stupéfait. Et du coup il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit. « Oui, monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh, non, monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaire, pauvre Renaude. Ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. » Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. « Tu ris, Gringoire, parbleu. Je crois bien, tu es du parti des chèvres, toi, contre ce bon monsieur Seguin. Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. » Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse, plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs, donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage, de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de monsieur Seguin, avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit !» dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans ?» Pauvrette,
de se voir si haut perchée, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois, en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, Gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois 1 heure ou 2, et si tu veux savoir ce qu'ils se dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup le vent fraîchit, la montagne devint violette, c'était le soir. « Déjà » dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh! Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh! Ouh !» faisait le loup. « Reviens! Reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Il était là regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ah ah, la petite chèvre de monsieur Seguin !» Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de monsieur Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur, plus de 10 fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'1 minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait « Ah, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.
Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront souvent de la cabro de Moussu Seguin, che s'est battégué tout au la nive, et mes loulous. Et puis le matin, loulou l'a mangé. Tu m'entends bien, Gringoire. Et puis le matin, loulou l'a mangé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.